Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce troisième épisode de la mini-série sur la qualité et l'agilité, toujours avec Johan Dufour. Salut Jean-François. Salut. Donc on va, pour cet épisode-là, parler un peu de processus qualité dans un cadre agile et de se dire voilà, comment on peut offrir et proposer des solutions concrètes et de bonnes pratiques pour allier les deux. Et comment on peut le faire? Je suis sûr que tu vas me dire, ça va dépendre du contexte globalement, mais je pense qu'il y a certaines généralités qu'on peut essayer de Il y a des mettre choses en qui avant. marchent un peu partout et qui peuvent être ultra pratiques. Et oui, donc c'est vrai que qu'est-ce que tu peux nous proposer comme première première solution qui pourrait Alors, être ultra pratique? il y a déjà un constat. Ouais. En fait, tout ce qui est test, QA, etc., c'est en bout de chaîne dans les workflows. Donc, en fait, pour résumer, un workflow, c'est l'ensemble des étapes qui font que l'équipe est capable de réaliser un produit, en tout cas, voilà, d'apporter une réponse à des problématiques. Typiquement, on va trouver les étapes de conception, puis de réalisation, puis de test, etc. Et après, en fonction des équipes, c'est là où on peut faire de la customisation. Ça dépend de la nature du produit, ça dépend de la nature aussi de son contexte. Donc voilà. Enfin, là, il n'y a pas il y a pas de vérité absolue. Par contre, ce qui est souvent observé, c'est oui la partie test, et ça même quand c'est en cycle en vrai hein, c'est aussi applicable. Hein. C'est le test, c'est à la fin. Et le test aussi est sacrifiable, donc on baisse la qualité. Parce que finalement, t'as pas besoin de tester. Hein. Finalement, Ouais. les développeurs ont fait des trucs, on a confiance, ils ont leurs tests unitaires, etc. Bon, ça c'est un débat qui peut être aussi infini, mais en tout cas le constat c'est que souvent la partie test, on teste les applications de manière trop tardive. En tout cas c'est mon avis. Et il y a une pratique qui est assez simple hein, et qui est très bien documentée, c'est Tres Amigos. On va dire non mais en fait les profils QA, on les embarque directement depuis le moment où on est en train de faire la conception, où on va discuter avec les utilisateurs. Et pourquoi? Parce que ça leur permet d'anticiper et aussi d'être force de proposition sur finalement comment est-ce qu'ils vont tester. Ils ont aussi une vision fonctionnelle qui, enfin pour moi, la vision fonctionnelle n'est pas que l'affaire du PO. Pour moi, c'est une histoire d'équipe et un QA fait partie de l'équipe. Donc du coup, il a aussi des conseils à fournir parce qu'en plus, il va expliquer en fait, enfin en tout cas, il va aller vérifier que la qualité est là au service de l'utilisateur. Donc déjà pour moi, le Tres Amigos, si jamais vous avez la chance aussi d'avoir des QA, ça c'est une autre histoire parce que parfois des profils test, on n'en a pas dans les équipes. On se dit que les développeurs font le travail, mais c'est ok, why not? Ça dépend vraiment de votre périmètre. Mais en tout cas, voilà, si vous avez la chance d'avoir un QA, embarquez-le sur un Tres Amigos au plus tôt avant de délivrer. Moi, j'ai Enfin, envie, avant de produire et avant de délivrer. je voudrais bien rajouter un tips là-dessus, c'est de dire, si on est QA dans une équipe agile, de se dire, est-ce qu'on ferait vraiment partie de l'équipe produit? Est-ce qu'on est vraiment un testeur agile? Il y a quand même 2-3 choses à voir. Si par exemple, je suis dans un truc où je suis une équipe, je suis agile, mais en fait, je fais 2 semaines de dev, 1 semaine de test. Je suis un petit peu dans un petit mini cycle Ouais. itératif. C'est déjà une première piste de dire, bon, ok, c'est pas parce que je fais ces cérémonies-là que j'y suis dessus. Si finalement il me dit, mais oui, je communique avec le dev, je communique avec le PO, mais jamais ensemble, ou que le dev et le métier font des réunions, mais que la personne qui représente la QA est jamais présente, il y a des chances qu'on vous considère pas comme partie prenante de l'équipe au même niveau que les autres membres de l'équipe. Donc, invitez-vous par vous-même à ces réunions-là. Vous verrez, les gens le prennent bien et vous voyez ce que vous pouvez y apporter aussi. Moi, j'appelle souvent les QA. Leur rôle, c'est d'être question asker. Alors, ça vient pas de moi. Oui. Je sais plus, je crois.
Je sais plus qui c'est qui m'avait donné ce type-là, et je trouve ça que c'est intéressant. C'est ce côté un peu poil à gratter de poser des questions qui peuvent des fois paraître bêtes, mais qui des fois permettent de se remettre en question sur une feature, une façon de procéder ou une organisation. Tout à fait. Et puis, tu vois, le Tres Amigos, ce qui est top, c'est que, bah, en fait, on a le PO qui est embarqué. Enfin, en général, c'est trois rôles, hein. C'est ça. C'est le product owner, le leader technique et le quality analyst. Alors, en fait, il y a trois pans qui sont couverts. Le côté fonctionnel, le côté technique et le côté qualité. Et à partir de là, ça devrait bien se passer à ce Ah. moment-là, parce que tout le monde est capable de synchroniser Si c'est au bien service, fait. Si c'est bien fait, voilà. si c'est bien fait. Ne pas passer juste 1 heure à écrire des scénarios Gherkin sans se parler. C'est ça, Je l'ai vu. exactement. C'est vrai. Ça, c'est absolument à ne pas faire. D'ailleurs, voilà, j'en profite pour faire autopromo sur un épisode qui va sortir aussi, où je vais parler aussi d'example mapping. C'est un atelier qui peut être intéressant Carrément. pour faciliter la collaboration, et ça évite d'être le nez dans son scénario. Et c'est vraiment fait pour être ultra collaboratif. Moi, je trouve que c'est même un préalable à faire vraiment du troisième exercice du BDD. C'est quelque chose qui peut permettre aussi de co-construire sa story si on a un Oui. doute sur sa règle de gestion, sur les usages, les rôles. Donc, je trouve que ça peut être très intéressant dans l'autonomie d'une équipe de co-construire finalement les features plutôt que d'être juste le PO qui dit, bah, c'est ça, vous devez faire ça. Voilà. Ouais, et puis ton example mapping, il t'ancre dans le concret. Tu vois, de la même manière, hein, moi je considère qu'un QA en fait peut t'ancrer dans le concret parce que ton PO il va dire je veux produire, enfin on doit produire telle solution à telle valeur, super. Ton leader technique il va dire bah, on va le faire de telle manière. En fait ton QA est là pour dire ouais voilà en fait ce que ça couvre en termes de cas concrets. Donc ton utilisateur il va faire ci, il va faire ça, machin. Et, euh, et c'est super important parce que finalement c'est déjà une anticipation de comment va se comporter ton produit et finalement comment est-ce que ça aura un impact sur ton utilisateur. Il est capable d'aller chercher en tout cas ces inputs-là pour pouvoir sécuriser et se dire ok on livre quelque chose qui a de la valeur, qui est de qualité et les gens sont contents. Parce que l'objectif c'est pas de créer du bug, hein, au contraire, hein, c'est pas de Et créer ouais, d'être fonctionnel non plus. c'est ça. Et c'est vraiment, faut lever les ambiguïtés. Moi, je trouve que c'est Mmh. vraiment, c'est pas un outil au sens méthodologique de test, mais vraiment Mmh. d'alignement du besoin et Oui. d'être sûr qu'on a ça. Et en fait, si le représentant du métier, de ceux qui développent le produit et de ceux qui doivent un peu valider ont la même vision, ça évite Mmh. des incohérences et le fameux, c'est pas un bug, c'est une feature. Euh, non, mais C'est vrai. ça arrive une fois de temps en temps. C'est pas très grave. Ça arrive à chaque itération. Faut se poser des Bah, questions sur l'alignement de ce qu'on veut faire. On est quand même dans des complexes métiers compliqués où les mmh. ambiguïtés peuvent très vite arriver et on pense tous qu'on est très très bon, très très fort, qu'on a compris très facilement. Mmh. Et je sais pas si tu as vu ça aussi, mais en général, quand l'US est hyper complexe, en général, ça peut bien se passer parce qu'on sait que les gens vont être focus et vont essayer de faire attention et vont voir les cas un peu compliqués. Ça peut bien se passer. Ça peut. Ça peut. On va dire, du moins, on va essayer de mettre l'énergie pour faire mieux que Mmh. d'habitude. Euh, Ouais. Quand l'US est très basique, en général, ça se passe bien. Et Mmh. encore, ça dépend si on n'a pas vu des effets de bord, mais c'est l'entre-deux. Où on pense, Mmh. c'est bon, c'est facile, et c'est lui qui te génère un tas de problèmes Mmh. systémiques, globalement. Et c'est là qu'il faut faire attention. Quand ça paraît trop évident, il faut toujours se dire, oula, est-ce qu'on est sûr qu'on a Et vraiment compris la même chose? Et c'est pas facile à faire, hein, parce que tu peux pas faire, par exemple, ces ateliers-là sur tes US, sur tes besoins. Et mmh. ça vient aussi avec l'expérience. Et je pense que l'un des secrets, c'est aussi avoir des équipes stables qui se font Mmh. confiance. Et c'est pas Oui, évident de gagner, de garder des équipes stables pendant 2, 3 ans ouais. de nos jours. Et c'est peut-être ça aussi l'une des problématiques qu'on a Moi, pour je suis délivrer de la d'accord avec valeur de façon qualitative. moi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect fonctionnel, sur l'aspect technique, c'est pareil, c'est une question que je me pose en me disant, tu sais, il y a des frameworks à l'échelle qui s'appellent, enfin, il y en a un que j'aime bien, et je vais pas dire safe, je vais dire fast. Et fast, pareil, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en gros, les gens vont créer des équipes en fonction de leurs affinités, de leurs compétences, etc., pour être au service du produit.
Donc voilà, là j'ai résumé très très vite, hein, c'est plus complexe que ça, mais c'est assez intéressant. Et pour j'avais une idée là qui a popé quand tu m'as parlé de mince, je sais plus trop. Ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, par exemple Fast c'est le côté stabilisation. Enfin non, côté très customisation au service du produit, c'est aussi intéressant. Ok, bah, c'est super intéressant. On voit bien. Ah oui, si, ça y est, j'ai mon idée. Ah, C'est bon. vas-y. C'est sur l'US simple. Ok, bah forcément, c'est simple à déployer parce que tout le monde a compris, tout le monde sait comment le faire. Sur un truc qui est plus complexe, faut toujours se poser la question de est-ce qu'on est capable de le redécouper. Et en fait, ça marche aussi pour un truc qui est un peu moyen. C'est ça. Et découper, c'est aller vers la simplification. Alors, des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Mais ne serait-ce que se poser la question du découpage, d'affiner. Faites un éléphant de Carpaccio aussi pour apprendre en tout cas cette notion. Mais le découpage, pour moi, Ouais, oui. c'est ultra important. Et c'est important d'avoir justement aussi la QA dans le découpage, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être assez basiques à développer. Je me rappelle Oui. d'une fois sur une équipe qui développait une application mobile, à la fois pour Android et pour iPhone. Donc, il devait faire une modification, parce qu'il devait le faire. Ouais. En soi, c'était pas compliqué. C'était une demi-journée, une journée de travail en soi. Mais ça impliquait beaucoup de tests de non-régression, parce que c'était quand même quelque chose qui était central. Et si le QA n'avait pas été là, on n'aurait pas pu faire un découpage par typologie. Il disait, Ah oui. par rapport à la charge que j'ai de tout ce qu'il a, je peux faire tout ce qui est iOS, mais Android, je pourrais pas le faire. Donc, on pourra pas livrer la feature. Et donc, l'équipe avait une grande maturité. Elle dit, OK, on va découper, on va dire qu'on livre que iOS et Android, on le livrera sur le sprint d'après, 2 semaines après. C'est pas grave en soi. De toute façon, après, il faut le mettre dans la marketplace, que ça pousse. c'est toujours long. Mais ça, c'est mais le courant, fait que si t'es pas là-dessus, bah, la QA, lui, aurait une charge imposée, qui n'était pas en phase avec une journée de travail. Il aurait dû travailler 2 fois plus pour pouvoir y arriver, pour quelque chose qui pouvait attendre 2 semaines en plus. Donc, c'était pas indispensable en termes de business, de gestion. Donc, c'est ça. C'est une histoire ça sert à rien de de business, pousser en les gens fait. au burn-out pour juste livrer pour livrer, quoi. Mais tu vois, c'est ça le truc, hein. Le nombre de fois où tu vois, par exemple, alors c'est un peu moins le cas maintenant parce que je sais pas pourquoi, mais ok. Mais il y a encore quelques années, c'était d'abord l'application est disponible sur iOS, sur iPhone, et ensuite ça arrivait sur Android. Mais voilà, enfin, dans tous les cas, il y a une stratégie derrière, et probablement que oui, il y a plus d'iPhone. Enfin, c'est une histoire d'étude de marché. Et ça, Tout à fait. ça c'est la collaboration, c'est de dire ok, moi en tant que PO, j'accepte que mon produit soit disponible uniquement sur une plateforme parce que j'ai fait l'étude et je sais que une majorité de mes utilisateurs sont d'abord sur iOS et ensuite on prend l'Android. Bref, c'est des questions qui peuvent se poser Oui, ça va légitimement. dépendre. Si tu as un marché mondial ou C'est ça, européen, c'est pas toujours les mêmes navigateurs tout à qui fait. sont et devices qui sont utilisés. En tout cas, c'est très intéressant sur la partie processus et de voir comment on peut faire. Et on voit qu'il y a une globalité et qu'il y a toujours cette vision produit et utilisateur Oui. finaux à la fin pour savoir comment ils utilisent. Ça nous permet de mieux développer et de mieux tester. Donc finalement, c'est pas si contraignant que ça. C'est comment on est très pragmatique et comment on peut le gérer. Donc merci pour ces conseils, Johan. Et De rien. dans le 4e épisode, on va un peu plus se concentrer sur les people, sur les gens qui produisent, et on va avoir un peu plus les rôles au-delà du QA pour mettre en place de la qualité. Donc restez avec nous pour ce 4e épisode et à très vite. Super. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.